Mesdames, Messieurs, merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Publication des rapports sur le déroulement de la présidentielle de 2016 au Bénin. C'est une œuvre de la plateforme électorale des organisations de la société civile OSC, une plateforme qui avait pris part, une part active dans le suivi de cette présidentielle. L'opposition gabonaise, le camp de Jean Ping, a finalement déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, un recours pour demander le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote. Et puis, un bracelet d'identification pour chaque pèlerin se trouvant à la Mecque. L'Arabie Saoudite entend ainsi mieux contrôler le grand pèlerinage musulman. La bousculade meurtrière de l'année dernière en est pour quelque chose. Bienvenue à tous. Les rapports de la présidentielle béninoise de 2016 sont désormais disponibles et accessibles à toute personne. Cette avancée est consécutive à leur cérémonie de lancement qui a eu lieu ce matin au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Ces documents, œuvre de la plateforme des OSC, organisations de la société civile, ont pour but d'exposer au public les différentes étapes de suivi de cette présidentielle par ces OSC. C'est un reportage de Fréjus Serlon et Denis Marouya. Après avoir contribué au renforcement du processus électoral ayant conduit à une présidentielle crédible et apaisée, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin offre au public le bilan de ses actions. C'est à travers le lancement distribution ce vendredi 9 septembre d'un rapport général de l'initiative Citoyens veillent et contribuent et d'un rapport de mission d'évaluation externe de sa mise en œuvre. Cette démarche vise à exposer toutes les étapes, les acquis, les défis, les perspectives de la plateforme électorale du Bénin. Ainsi, dans le rapport général, on découvre comment les ressources humaines ont été mobilisées pour alimenter les 3 chambres qui ont fonctionné, la chambre de réponse, la chambre d'analyse et la chambre technique. Mais aussi les commissions techniques qui ont travaillé à la communication, aux réseaux sociaux, ainsi de suite. Quant au rapport de mission d'évaluation externe de la mise en œuvre de l'initiative, il comporte entre autres les forces et faiblesses de la plateforme notées par les experts. Ils ont été touchés et intéressés, sidérés par la jeunesse, disons, de l'équipe qui a travaillé, le dynamisme, l'expérience, la maîtrise des différents aspects de l'initiative, l'engagement, la disponibilité, l'esprit de sacrifice, donc de la plateforme, de l'équipe de coordination de la plateforme. Et ils ont aussi vu des faiblesses au plan communicationnel qu'on devrait améliorer, mais aussi au plan de pouvoir nous mettre plus tôt en activité ou en action, plus tôt en regroupement pour impacter davantage le processus électoral. À ces différents rapports s'ajoute un film documentaire de 26 minutes dénommé « Une victoire de la démocratie ». Représentants d'institutions de la République, membres du corps diplomatique, partenaires techniques et financiers ont unanimement salué la contribution de cette plateforme qui a donné presque les mêmes chiffres que la Sénat et la Cour constitutionnelle pour la présidentielle de 2016. Après ces différentes interventions, les rapports ont été officiellement lancés. Nous espérons vos retours, réflexions et orientations afin de continuer utilement notre œuvre citoyenne de contribution à la fiabilisation et la pacification des processus électoraux au Bénin. Sur ces mots, je déclare lancer avec effet de distribution dès ce jour du rapport général de la salle de situation électorale de mars 2016 au Bénin. La plateforme a aussi procédé à une remise officielle de quelques certificats de reconnaissance à ses collaborateurs. Elle compte ne pas se limiter à cette victoire et pourrait entre autres s'impliquer dans le référendum constitutionnel annoncé. L'atelier de gestion des ressources de sécurité en Afrique a pris fin ce vendredi à Cotonou. Pendant 4 jours, cette rencontre a réuni des dizaines de participants civils et militaires impliqués dans le système de sécurité et provenant de plusieurs pays africains. Les travaux dirigés par des experts du Centre d'études stratégiques de l'Afrique avec le soutien de l'ambassade des USA au Bénin ont débouché sur plusieurs recommandations pour l'amélioration des politiques de sécurité en Afrique. C'est le ministre de
la justice, Joseph Djokbenou, qui a procédé à la clôture des travaux en présence de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Je vous invite à écouter un extrait du discours de Maître Joseph Djokbenou. Vous vous êtes retrouvés en 3 groupes de travail pour approfondir la réflexion. Après discussion et échange, le consensus s'est dégagé sur la nécessité de renforcer systématiquement les capacités des gestionnaires, des ressources, de sécurité et d'assurer un meilleur contrôle parlementaire des comptes de dépenses de sécurité. Vous êtes également parvenus à lancer un appel afin que la veille citoyenne soit plus dynamique dans la gouvernance des dépenses afférentes à la défense et à la sécurité. Cet impératif ne peut que contribuer davantage à notre commune préoccupation, à savoir la sécurité pour tous. Il serait, en ce qui concerne les nouvelles tendances, il serait heureux que les réflexions et analyses se poursuivent pour que la dimension sécurité soit intégrée à tous les projets d'envergure nationale, avec comme corollaire la réalisation des études d'impact sécuritaire. D'ores et déjà, je puis vous assurer que la politique sécuritaire du Bénin prendra en compte vos recommandations. À ce sujet, je voudrais que, dans le cadre du suivi de ces différentes recommandations, le Bénin soit le premier État ouest-africain qui abrite le premier séminaire national de mise en œuvre des recommandations en partenariat avec le César. Pourquoi tant d'acharnement contre l'ancien président de la République, Boni Yayi? Pourquoi tant d'harcèlement moral à l'endroit de celui qui a tant donné à son peuple? Les jeunes Turcs s'interrogent. Au moyen de ces interrogations, ce jeudi, ils ont dressé un bilan de la gouvernance Talon de ces 5 derniers mois. C'est un bilan que vous allez l'entendre, on ne peut plus négatif. Fréjus Serlan et Cyril Ago. C'est à un véritable audit de la gouvernance Talon que s'est livré Lucien Médico ce jeudi 8 août 2016 devant ses militants. Pour le président des Jeunes Turcs, après 5 mois de gestion de l'exécutif par Patrice Talon et son gouvernement, le Bénin va très mal sur le plan politique. Et pour cause, Yahi, toujours Yahi. Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'harcèlement moral? Susceptible de suicide à l'endroit de celui qui a tout donné à son peuple. Oui, Boni Yahi a tout donné. La paix, il l'a donnée. Boni Yahi nous a recommandé de ne rien faire pour empêcher les nouvelles autorités. Au plan social, ça sent mauvais, dicite Lucien Médico avant d'indiquer quelques priorités au président Talon. La préservation de nos microcrédits aux plus pauvres, de la césarienne, des emplois jeunes. Ce sont des valeurs, Monsieur le Président, que nous a léguées gracieusement le docteur Boni Yahi, que vous devez préserver à tout prix. Patrice Talon doit un état social à ce peuple, a-t-il ajouté, avant de clamer que le système économique se porte très mal, ce qui empêcherait les Béninois de disposer de moins de 3 repas par jour. Lucien Médico a ensuite lancé un appel à Patrice Talon, qu'il appelle son oncle. Cher oncle Talon et respecté président de la République, sachez bien que les voies de Dieu sont insondables et que nulle part, dans vos allers-retours, dans vos tenues, dans vos chaussures, dans vos maisons, dans vos bureaux et même dans vos routes, vous n'avez aucune vengeance envers qui que ce soit. Occupez-vous du ventre de votre peuple, qui vous a vu partir un matin et revenir un soir pour devenir son président. Sachez dès aujourd'hui, Monsieur le Président, que vous êtes forcément un futur ancien président. Le seul camp qui vaille est celui de la République, a martelé Lucien Médico, qui a aussi exhorté le président Patrice Talon à ne jamais faire des ennemis soudains qui tenteront de passer à l'offensive.
Le chef de l'État, nous sommes sur le continent. Le chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé une audience au chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Celui-ci lui a fait part de ses préoccupations relatives à la situation sécuritaire du pays et aux prochaines élections. On écoute Soumaïla Cissé. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous avons demandé, et j'ai redemandé, que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Les problèmes de sécurité, les problèmes institutionnels, les problèmes de gouvernance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'incertitudes, en particulier dans le nord et dans le centre de notre pays. Nous allons rentrer dans des phases électorales qui créent encore de nouvelles perturbations. Nous souhaitons bien sûr que les élections, si elles se font, se fassent dans tout le pays. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être un grand devin pour se rendre compte que d'ici novembre, ce sera difficile de dire que partout les choses vont bien se passer. Nous le souhaitons, mais nous ne le croyons pas. C'est pour ça qu'il ne nous a pas paru fondamentalement urgent aujourd'hui de fixer une date pour ces élections communales. Les dates nous paraissent aujourd'hui des dates certainement à revoir, et la loi électorale n'est pas satisfaisante aujourd'hui pour l'opposition. Bien sûr, elle va être discutée à l'Assemblée et le groupe parlementaire prendra sa décision le moment venu. Au Gabon, Jean Ping, candidat classé deuxième de la présidentielle gabonaise du 27 août dernier, et l'opposition du pays ont déposé leur recours contre les résultats de cette élection. Ce recours demande le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans la province de Haut-Ogooué, fief des Bongo. La Cour constitutionnelle a désormais 15 jours pour rendre sa décision. Écoutez l'avocat de Jean Ping sur ce recours. Nous arrivons de la Cour constitutionnelle où nous venons de déposer le recours devant cette Cour en rapport avec l'élection présidentielle qui vient de se passer. Nous avons déposé notre recours sur des éléments de fait. Très exactement, nous avons constaté qu'il y a des contradictions dans les chiffres qui ont été publiés par le ministre de l'Intérieur, par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et les PV en notre possession. Religion à présent, une nouveauté au pèlerinage annuel musulman. Il s'agit du bracelet d'identification. C'est l'une des mesures choisies par l'Arabie Saoudite pour, je vous le disais, mieux contrôler ce flux de pèlerins que génère ce pèlerinage. Au thème 1,4 million de fidèles sur les 2 millions attendus à ce grand événement religieux devraient être équipés de ce bracelet. Cette mesure n'est pas sans rappeler la gigantesque bousculade qui avait entaché l'organisation du Hajj 2015 et marquée par des problèmes d'identification des victimes. Le 24 septembre 2015, près de 23 000 personnes rendaient l'âme dans cette bousculade selon des données compilées à partir des bilans fournis par les gouvernements étrangers. Je vous propose d'écouter les réactions suscitées par le port du bracelet au Hajj 2016. الصور التعريفية هذه بسيطة جدا رخيصة الثمن يعني سعرها لا يتجاوز ريال ونص تقريبا أو ريالين. Il est très peu cher. Il est antibactérien. Il résiste à l'eau et au feu. Il est léger afin de ne pas gêner lorsqu'il est porté pendant la prière ou sous la douche. Ce bracelet comporte des informations qui peuvent être lues immédiatement et aussi un code barre qui donne des informations additionnelles sur les pèlerins que l'on peut lire sur une base de données. رقم معين يمكن من قراءته استدعاء مزيد من البيانات من قواعد بيانات الحجاج في وزارة الحج. واحد لا سمح الله بموت بيعرفوا منه. Si quelqu'un décède, ils peuvent savoir qui c'est avec le bracelet. Ils appellent l'entreprise, ils disent que quelqu'un est mort ou malade ou perdu. C'est un mode d'identification comme un passeport. Ça protège, ou du moins ça donne une identité du pèlerin, ça permettra de pouvoir l'identifier facilement quand il y a effectivement des problèmes, on ne le souhaite pas. Mais quand ça va venir, en tout cas donc je crois que le gouvernement saoudien a pris des dispositions afin de pouvoir sécuriser les gens.
Cela se passait il y a 15 ans, les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Ces attaques avaient frappé, entre autres, les tours jumelles du World Trade Center. Les années ont beau passer, les séquelles de cet événement tragique font toujours partie du quotidien des Américains. À première vue, pas de lien entre les œuvres exposées dans cet hôpital et les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Pourtant, chacune a été réalisée par des survivants traumatisés par ce jour noir. J'essaie vraiment de m'exprimer et de trouver de nouvelles façons de faire sortir des sentiments qu'habituellement je n'ose pas inclure dans mon œuvre, ni même d'en parler. De nombreux patients vivaient ou travaillaient à Manhattan lorsque 2 avions ont percuté les tours jumelles. 15 ans après, ce souvenir semble progressivement plus facile à supporter. Les premiers jours, nous avons vu une imagerie directement liée à l'expérience. Au fil du temps, ça a changé. Le traumatisme est devenu un moyen de résister. Ça a évolué vers des images de nature et beaucoup de couleurs. Les cicatrices mentales guérissent, mais des conséquences physiques peuvent apparaître. L'effondrement des tours a libéré des milliers de tonnes de produits chimiques toxiques, des substances cancérigènes que Scott Matty a respirées dès son retour au travail à Manhattan, quelques jours après les attaques. Il y avait beaucoup de poussière, l'air était très lourd. On sentait la destruction, la mort qui a surgi le 11 septembre. Désormais, il souffre d'un cancer du sang lié au 11 septembre selon les médecins. De nouveaux cas apparaissent encore aujourd'hui, car les cancers peuvent prendre des années à émerger. Scott mène un combat contre la maladie et pour l'histoire. J'ai vraiment peur que le 11 septembre soit en train de devenir une note en bas de page dans nos livres d'histoire. Mais ça a encore des conséquences aujourd'hui. Le 11 septembre ne s'est jamais arrêté. Les gens tombent encore malades. Des gens meurent aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé le 11 septembre. New York s'apprête à commémorer le 15e anniversaire des attaques. 75 000 personnes souffrent de maladies liées au 11 septembre. Des survivants qui peuvent compter sur le soutien d'un programme de santé financé pour les 75 prochaines années. Du sport pour mettre fin à cette édition, redonner espoir aux jeunes Sud-Soudanais à travers le basketball. C'est le but d'un joueur de NBA originaire du Soudan du Sud, une initiative salvatrice dans un pays touché par des années de guerre. Un moment de paix dans un pays ravagé par la guerre. Après de violents affrontements entre forces gouvernementales et opposition, ces Sud-Soudanais sont de retour sur le terrain d'entraînement de basketball. Le lieu a été ouvert grâce à la star de NBA, originaire du pays, Luol Deng. Tous les Sud-Soudanais connaissent Luol Deng. Ici, on sait ce qu'il a fait pour nous. C'est un bon joueur pour nous. À vrai dire, quand il est venu ici, tout le monde voulait jouer avec lui et espérait un jour pouvoir jouer au basket comme lui. Pour certains de ces 300 jeunes, le basket est une façon de s'en sortir. 16 joueurs viennent de décrocher une bourse pour étudier dans des écoles de Mombasa au Kenya, une première dans l'histoire du basketball au Soudan du Sud. Avec de bonnes performances, certains pourront avoir la chance de jouer au niveau universitaire à l'étranger. Le Soudan du Sud a les meilleurs jeunes talents en basket actuellement. La plupart des écoles du Kenya recrutent des garçons et des filles pour leur donner une bourse, basket et éducation. C'est pour ça qu'on est venu ici assister au programme. Dans le pays le plus jeune du monde, décrocher une de ces places relève du parcours du combattant. Les 2 ans de guerre civile ont fait des dizaines de milliers de morts, 2,5 millions de déplacés et 16 000 enfants soldats. De récents affrontements en juillet ont failli briser le rêve de ces jeunes joueurs. Ces enfants, on doit vraiment les encourager et les motiver, les pousser pour aller de l'avant, qu'ils forment une nouvelle génération qui croit en quelque chose de meilleur. C'est le Soudan du Sud que nous voulons. La fédération de basketball du pays a été reconnue par le Comité international olympique l'année dernière. L'espoir pour ces joueurs de représenter un jour leur pays au JO.
Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et à demain.